Les spécialistes vous parlent. Bienvenue donc à cette deuxième partie de l'émission que nous avions entamée mardi dernier avec notre invité, le docteur Songhai Khaled. Il est otorhinolaryngologiste, chirurgien ORL, chirurgien de la face et du cou. Il a d'autres cordes à son arc que nous n'allons pas dégriner ici. Docteur Songhai, bonjour. Bonjour. Vous nous recevez une deuxième fois pour parler du sujet qui était donc sur le tapis, on va le dire comme ça. C'est la perte d'audition chez l'enfant et nous avons voulu enchaîner aujourd'hui avec la perte d'audition chez l'adulte. Mais retour sur ce dont il était question l'autre partie de notre émission et nous allons revenir pour enchaîner. Chez l'enfant, vous allez avoir des causes avant même leur naissance et des causes après la naissance. Ah d'accord, donc depuis le ventre de sa mère. Donc pour les causes avant la naissance, et c'est d'ailleurs pourquoi il est important de faire les suivis de grossesse, les vaccinations, les examens que les gynécos prescrivent, Oui. vous avez des infections virales qui vont, à travers la maman, atteindre l'enfant et puis entraîner des dégâts au niveau des cellules sensorielles de l'oreille. Oui. Vous avez par exemple la toxoplasmose, vous avez la rubéole, vous avez l'infection au cytomégalovirus. Toutes ces infections-là peuvent être contractées par la maman pendant la grossesse et être transmises à l'enfant. À côté de ça, vous avez aussi pendant l'accouchement les causes d'urgence de l'accouchement qui conduisent à la césarienne. C'est souvent la souffrance fœtale aiguë, le circulaire du cordon. Toutes les causes qui vont entraîner un manque d'oxygène chez l'enfant vont retentir sur les cellules auditives. Pourquoi on parle essentiellement de ces cellules auditives-là à ce moment-là? C'est parce que l'audition, c'est le premier sens qui s'installe chez l'enfant. Ah, quand il vient au monde. Oui. Avant même qu'il ne vienne au monde, Ouais. un enfant qui est dans le ventre de sa mère entend. Ouais. Donc, dès le premier mois, l'enfant, dès la fœtogenèse, dès que c'est un fœtus, Oui. l'enfant entend les sons. Ah, Donc, d'accord. c'est depuis le ventre de sa maman. Docteur Songhai, c'est vrai, on a vu chez l'enfant tout ce qui peut entraîner la perte d'audition, vous l'avez dit. Mais j'ai envie de vous poser une question, si je l'ai posée ou pas, je ne sais plus. Alors, est-ce que la perte d'audition, comme on le disait la dernière fois, peut subvenir de façon brute chez l'enfant ou ça s'installe progressivement? Parce qu'on verra la même chose chez l'adulte également. La perte d'audition, elle peut s'installer de façon brute chez l'enfant. Oui. Vous avez des causes générales qui peuvent entraîner une perte d'audition chez les enfants, Oui. dont la plus fréquente, la plus fréquemment rencontrée, c'est une crise vasomotrice dans le cadre de la drépanocytose. Ah, ah. Donc un enfant qui fait une crise de drépanocytose Oui. peut en devenir sourd. Et là, ça devient une urgence parce que lorsqu'il est pris en charge correctement, dans les heures, les jours qui suivent, il récupère une partie ou toute son ouïe. Et ça veut dire que chez l'enfant, normalement, qui est un cas particulier, j'y arrive, il faut avoir un suivi régulier, Oui. un suivi méticuleux et rigoureux pour que cet enfant ne puisse pas faire ce genre de crise. Parce que chez l'enfant, drépanocytaire, vous l'avez dit, ça ne prévient pas. Exactement. La drépanocytose, c'est une maladie générale qui est commune à nous les Noirs et à certains peuples d'Asie et qui a la particularité de déformer les vaisseaux, les globules rouges en l'occurrence, qui vont aller boucher les vaisseaux. Autant c'est important pour les ophtalmos, autant c'est important pour les ORL dans la mesure où la vascularisation au niveau des yeux et au niveau des oreilles est une vascularisation terminale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de suppléance. Lorsque les vaisseaux sont bouchés et qu'il y a une souffrance des cellules, ces cellules-là vont mourir et elles ne se régénèrent pas. C'est ce qui explique la perte d'audition. D'où une surveillance accrue, vraiment un dépistage, des examens récurrents chez l'enfant drépanocytaire, notamment l'audiométrie ou la tympanométrie, qui doivent se faire au minimum une fois chez ces enfants-là. Au minimum une fois chez ces enfants, c'est l'an ou dans le mois? L'an.
Alors, une fois dans l'année, on amène l'enfant pour pouvoir justement être sûr que ces terminaisons nerveuses dont vous avez parlé ne sont pas en train d'être entamées par une certaine situation. Est-ce que c'est seulement les enfants drépanocytaires ou bien il y a d'autres cas de maladies spécifiques? Oh, il y a d'autres cas de maladies spécifiques. Je pourrais par exemple parler du diabète, Oui. mais c'est rare d'avoir une perte d'audition chez un enfant diabétique, dans la mesure où les complications au niveau des petits vaisseaux dans le cas du diabète surviennent après 10 voire 20 ans d'évolution. Ah, d'accord. Donc ça veut dire que l'enfant a eu le temps en ce moment-là de grandir et était passé donc dans la catégorie des adultes dont nous allons parler. Mais restons encore avec l'enfant un moment pour dire tout simplement que si aujourd'hui on voit un enfant qui souffre de la perte d'audition, qu'est-ce qui peut être, on va dire, les impacts sur son évolution à la fois à l'école, sur son propre développement personnel? Un enfant qui n'entend pas, je pense qu'il part déjà perdant par rapport à ses congénères à l'école. Tout à fait. Parce que les leçons dans les écoles sont prodiguées avec un langage oral. Or, il ne les entend pas. Et donc, pendant que ses amis seront en train de copier, de suivre les cours, il sera perdu. Et surtout d'enregistrer les explications de l'enseignant. Exactement. Donc, généralement, il faut à ces enfants-là intégrer des écoles spécialisées où on leur apprend le langage signé. Oui. Mais ces écoles ne sont pas en grand nombre dans notre pays et elles ne sont pas facilement donc accessibles. Et du coup, pour revenir à la question, un enfant qui n'entend pas bien, je ne sais même pas quelle complication ne pas citer dans son développement. Parce que c'est d'abord un développement social qui va être difficile, un développement intellectuel qui va l'être d'autant plus qu'il ne peut pas accéder au dispositif d'enseignement, au dispositif d'études classiques que nous avons. Une complication, est-ce que je... Non, tant pour moi. Un déficit, devrais-je dire, voilà, sur le plan social. Parce que on aspire tous à devenir quelqu'un, à gravir des échelons de la vie. Il part déjà perdant parce qu'il ne pourra pas atteindre. Parce qu'il est en situation de handicap. En fait, il est handicapé, justement. Et ça, ce que vous êtes en train de dire, c'est tellement important pour le développement, on va dire, social de cet enfant-là dans son environnement, qui part déjà diminuer par rapport aux autres. Parce qu'en cours, vous l'avez dit, il est prodigué de façon magistrale, où on est là, on écoute, on note également un enfant qui n'entend pas. Mais c'est de la même façon aussi que dans la circulation, dans la vie habituellement, peut-être dans des vents de panique, il se retrouve au milieu, il ne sait pas ce qui se passe. Il faut que lui cherche en ce moment à comprendre ce qui se passe avant de pouvoir donc lever le pied. Parfois, quand on va lui parler dans des situations où on donne des ordres, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, cet enfant aura un problème de réactivité aussi au sein de la société. Exactement. Donc, à tout point de vue, c'est que cet enfant, il est toujours en retard par rapport aux autres. Est-ce que vous êtes en train de dire, enseignants que nous sommes, parents que nous sommes, nous l'avions dit dans l'autre émission, c'est d'être éveillé, d'être à l'écoute. Si aujourd'hui vous avez quelque chose à conseiller justement aux enseignants, parce que si les parents font, on va dire, ont ce déficit d'attention par rapport à ces genres de choses, mais à l'école, les enseignants, c'est vrai, les enfants sont nombreux, on le sait, mais les enseignants devraient être formés, j'allais dire, et surtout sur ces genres de programmes avec des gens comme vous. Et d'ailleurs, dans les curricula de formation, on devait faire en sorte que des gens comme vous circulent pour pouvoir briefer et donner quelques informations pour qu'on puisse déceler ces vices-là. Exactement. D'audition chez l'enfant. C'est un peu ce qui se passe dans, par exemple, des pays comme la Suisse et tout, où les enseignants, surtout les enseignants du primaire, sont formés pour justement identifier les enfants qui posent des problèmes aussi bien visuels qu'auditifs et qui sont à même
d'attirer l'attention du service médical scolaire pour que ces enfants déjà soient dépistés dans le service médical et au besoin soient envoyés au médecin ORL. Voilà, donc ce que nous disons concrètement dans cette émission, c'est qu'aujourd'hui, il faut être à l'écoute, il faut être attentif à nos enfants. Un enfant qui ne réagit pas au premier coup quand on l'appelle, c'est déjà quelque chose. Un enfant qui est là, qui se cherche encore, qui est tout le temps perdu, évasif, ça devrait quand même nous interpeller. Et le premier réflexe, c'est d'aller au centre de santé le plus proche, et si on en a. Et si on a accès à quelqu'un comme vous directement, Dr Songhai, on vient tout simplement à votre cabinet et vous prenez en charge. C'est vrai qu'on en a fini, on n'en finira jamais, j'essaie d'ailleurs de parler de la perte d'audition chez l'enfant, tellement il y a des choses à dire, mais nous avons prévu aborder aussi le cas des adultes. Alors, chez l'adulte, qu'est-ce qui va être la cause? Chez l'adulte, vous avez plusieurs tiroirs qui vont en être la cause. Vous avez les plus fréquents, c'est les causes traumatiques. Je prends le cas par exemple d'un adulte qui fait un accident de la voie publique et supposons qu'il n'a pas porté de casque et puis qui tombe et qui se fait une fracture au niveau du crâne qui passe par le conduit auditif. Donc il y aura soit une destruction des cellules ou une section du nerf auditif. Voilà. Ce patient il ne va plus entendre. À côté, vous avez toujours dans les causes traumatiques le coton-tige. Le coton-tige. Le fameux coton-tige. C'est ça. Le coton-tige par lequel on peut se créer une perforation, une luxation des osselets, voire atteindre même le promontoire de l'oreille interne. Vous avez toujours parmi les causes traumatiques, la gifle. Donc la gifle, comme on a l'habitude de dire, on a giflé quelqu'un et puis la vie des étincelles, oui. Je pense que c'est littéralement cela parce que ça peut rendre sourd. Voilà. Donc à côté des causes traumatiques, vous avez les causes infectieuses, parmi lesquelles le chef de file est l'otite moyenne, avec une perforation tympanique, comme on la voit là, qui va avoir un long passé d'écoulement, avec une baisse progressive de l'audition. Et à côté, nous avons un grand groupe qu'on appelle le groupe de la presbyacousie, qui correspond au vieillissement normal, prématuré ou non, des cellules auditives aboutissant à un trouble de l'audition. Ok. C'est-à-dire que quand on prend de l'âge, forcément, les sens, les nerfs ne sont plus encore, on va dire, aussi vifs, aussi vifs, aussi frais, on peut le dire comme ça. Donc ça s'amortit de toute façon, dans ce qui va entraîner cette perte. Mais quand vous le dites, revenons à deux éléments essentiels que vous avez cités, qui retiennent mon attention, comme leur attention d'ailleurs, ceux qui nous regardent. Vous avez parlé du coton-tige. Nous avons pris cette mauvaise habitude aujourd'hui d'enfoncer des choses dans nos oreilles. Et il n'y a pas que ça. Les clés de nos voitures. Mais qu'est-ce qui gratte dans l'oreille? En fait, à l'intérieur de l'oreille, jusqu'au tympan, c'est la même peau que nous avons sur le corps. Donc, si vous avez une allergie, ça va gratter. Si vous avez des petites remontées gastriques, ça va gratter. Si vous n'avez rien, le simple fait qu'un des poils qui se trouve dans l'oreille tombe, le simple fait qu'un grain de sable tombe dedans, ça va vous gratter. Donc en somme, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les oreilles vont d'une façon ou d'une autre gratter à un moment. À un moment. Alors c'est vrai que c'est dans l'ordre normal des choses, mais on ne peut s'empêcher de gratter, surtout avec cette sensation de douceur qu'on a quand on gratte. C'est des plumes qu'on envoie dedans et vous voyez des gens totalement perdus qui grattent et qui font des grimaces, vous sentez, qui s'oublient même. Voilà. Donc en ce moment-là, on peut se créer des problèmes. C'est quelqu'un qui passe, qui tape votre main. Exactement. Ou alors vous-même, justement, cette sensation vous emporte, vous enfoncez, vous créez des problèmes. C'est ce que vous voulez dire. C'est ça. Et puis ces parents qui giflent à tout bout de champ, parfois aussi ceux qui ont la force de la loi, qui giflent les gens, peuvent créer des problèmes donc chez l'adulte. C'est ça. Alors, donc voilà les éléments que vous avez cités. Mais alors comment pouvons-nous déceler les premiers signes de cette perte d'audition, de ce trouble-là, quand on est dans la situation? Chez l'adulte, c'est un peu plus facile que chez l'enfant. Parce que
quand vous n'entendez pas d'un côté, et quand vous parle de l'autre, vous avez tendance à attendre l'oreille qui entend. Voilà. Vous avez tendance à demander à ce qu'on répète. Voilà. Surtout dans le bruit, vous êtes gêné parce que vous n'arrivez pas à percevoir correctement ce qu'on dit. Et devant la télé, c'est des gens qui ont tendance à augmenter un peu le volume ou se rapprocher de la télé pour mieux entendre ce qui se dit. Lorsque c'est les deux oreilles, je pense que généralement c'est évident. Ah oui, ça c'est vrai. Vous êtes assis à côté de quelqu'un à qui vous parlez, qui ne vous répond pas. Et ça, généralement, c'est chez les personnes âgées qui finissent par s'isoler, qui sont assises devant vous, vous parlez, vous discutez, mais qui ne participent pas aux discussions. Parce que de toute façon, la personne sait qu'elle ne perçoit pas, elle ne va pas se gêner en réalité à se ridiculiser ou peut-être à se faire envoyer peut-être parce que le plus souvent on voit nos vieilles et nos vieux qui nous demandent « Oui, mais qu'est-ce que vous dites ?» On dit « Non, c'est rien. » Voilà. Et ces gens-là vont avoir cette tendance à s'isoler. Mais est-ce qu'il y a d'autres aspects de la vie ou bien liés à des maladies, à part les causes traumatiques qui peuvent entraîner justement les troubles d'audition, sinon la perte d'audition chez l'adulte? Oui. Tantôt, je parlais chez les enfants du diabète. Oui. Le diabète est l'un des premiers pourvoyeurs de perte d'audition précoce chez l'adulte. Étant entendu que c'est un excès de sucre. Excès de sucre qui est parfois bien parce que nous avons besoin de glucides, mais qui est mauvais pour les terminaisons nerveuses. Tout à fait. Donc ces terminaisons nerveuses, progressivement, vont finir par mourir. Les vaisseaux aussi vont devenir beaucoup plus durs et le sang qui passe ne sera pas de meilleure qualité. Et ça va aboutir justement à ce trouble d'audition avec des acouphènes, vraiment un mélange acouphènes, trouble de l'audition, parfois des déséquilibres qui amènent généralement les personnes âgées à faire des chutes. Voilà. Et ça, ce que vous êtes en train de dire, c'est ce qui se produit. On ne sait pas d'où ça vient. On va voir la personne en train de vivre une situation délicate ou inhabituelle par rapport à l'écoute des gens et peut-être l'écoute des gens, justement, vis-à-vis de cette personne-là. Alors, ça, ce sont des motifs, sûrement, qui vont amener les gens en consultation. Mais quand on arrive, qu'est-ce que vous faites pour, on va dire, confirmer peut-être le doute qu'on a ou alors peut-être écarter les possibilités et toucher du doigt le vrai problème et ensuite voir un peu quelles sont les solutions que vous proposez. Mais déjà, comment est-ce que vous arrivez à, disons, poser le diagnostic, écarter les doutes et orienter les gens sérieusement? C'est ça. Donc, quand nous recevons un patient chez qui nous suspectons des troubles de l'audition, d'abord après l'interrogatoire, à travers lequel nous allons recueillir les plaintes, que ce soit du patient lui-même ou de ses accompagnants, à la recherche d'une chronologie. Son trouble de l'audition, est-ce qu'il est unilatéral? Est-ce qu'il est bilatéral? Est-ce qu'il n'entend plus rien du tout? Est-ce qu'il entend un peu quand même? Est-ce qu'il entend les sons aigus, les sons graves? Depuis quand est-ce qu'il n'entend pas? Est-ce qu'il y a une maladie au décours de laquelle il a eu sa pathologie? Quel traitement est-ce qui a déjà été utilisé? On pose plusieurs questions qui nous permettent d'avoir un aperçu. Après cet interrogatoire, on passe généralement à l'examen physique. L'examen physique qui consiste à regarder non seulement l'oreille, mais les autres organes connexes, notamment le nez, l'oreille, la gorge, derrière l'oreille, notamment la mastoïde, un os qui fait partie de l'oreille moyenne, et puis d'examiner le reste de l'organisme pour avoir un terrain qui peut expliquer le problème auditif. Ensuite, après avoir fait cet examen-là, nous passons à ce qu'on appelle une audiométrie. L'audiométrie, c'est l'examen qui permet de mesurer l'acuité auditive. Il se fait à l'aide d'un audiomètre, comme celui-ci, où on porte un casque au patient, casque à travers lequel on lui envoie des sons pour permettre au patient de nous répondre, de nous dire « Ah, j'entends tel son à telle fréquence, à telle intensité ». À la fin de cet examen, l'audiométrie donne un résultat sous forme de courbe qu'on appelle un audiogramme. C'est le premier examen pour mettre le doigt ou bien pour confirmer la suspicion de trouble de l'audition.
à partir du résultat, on peut par exemple continuer à explorer en faisant d'autres examens qui vont jusqu'à l'ORL, qui vont jusqu'à une exploration chirurgicale. Donc voilà tout ce que vous faites quand la personne arrive. Mais est-ce que vous avez l'impression, pour votre propre expérience, que les gens, ils dorment sur leur laurier, ils banalisent et ils arrivent à des stades où, quand vous arrivez à écarter les doutes, vous touchez du doigt le vrai problème, c'est qu'on est à des stades un peu, on va dire, plus ou moins inquiétants. Et c'est le premier cas. Est-ce qu'il vous arrive aussi de rencontrer d'autres ou qui sont passés par d'autres gymnastiques, je vais l'appeler comme ça, où on met l'huile de noisette, et il y a pas mal de choses qu'on ne va pas citer ici pour prendre les astuces. Est-ce que vous observez ce genre de comportement dans les gens que vous recevez ici? Oui, bon, généralement, je me dis, on est en Afrique, on a nos traditions, on a nos habitudes. Et je vois ça régulièrement, même sur les réseaux sociaux, où des gens disent « Ah, mon oreille est un peu bouchée, je n'entends pas bien. » Et on donne des conseils, il faut mettre ceci, il faut écraser ceci, il faut mettre de l'ail, il faut faire ceci. Bon, je ne vais pas me mettre en donneur de leçons. Oui. Peut-être que ça marche. Mais je n'en ai encore jamais fait l'expérience. C'est ça. Donc, moi, je me contente juste d'appliquer ce que moi j'ai appris de la médecine du blanc. Oui. Et ça nous permet de dépister des patients, par exemple, qui viennent pour un autre motif, mais chez qui il s'avère que c'est un trouble de l'audition. Par exemple, vous allez voir des patients qui font régulièrement des accidents. Ah oui. Vous allez voir des patients qui créent des accidents, par exemple, dans des entreprises, Oui. parce qu'ils n'entendent pas. Ils n'entendent pas le signal. Oui. Vous allez voir des gens, par exemple, qui représentent un danger pour leurs coéquipiers. Voilà. Et ça arrive souvent dans les bateaux et tout. Oui. Et c'est ce qui fait que dans les bateaux, les pilotes, ceux qui soulèvent, ceux qui travaillent dans les grues, Oui. c'est des examens qu'on leur fait de façon répétée pratiquement tous les 3 mois. Oui, pour être sûr que ce monsieur-là, le petit déclic même d'un boulon, d'un vis peut attirer l'attention et le faire réagir. Exactement. Parce que ce que vous dites sur ces chantiers-là, on imagine tout ce qu'il y a comme matériel, les gros poids, tout ça là. Effectivement, ça arrive fréquemment. Donc ce que nous allons dire concrètement, c'est que tout comme on l'a dit chez l'enfant, c'est d'être à l'écoute de soi surtout et de réagir le plus vite possible. C'est ça. En tout cas, normalement, Oui. Autant il faut aller une fois chez le dentiste, Oui. autant il faut aller une fois chez l'ORL pour qu'on puisse regarder, examiner, parce que ce n'est pas tous les examens ORL, toutes les consultations ORL qui vont se terminer par une audiométrie. Mais il y a des petits problèmes, il y a des petites causes. Par exemple, le simple bouchon de cérumen peut entraîner une baisse de votre audition. Au départ, c'est juste une baisse d'audition, mais après, ça finit par vous faire mal. Donc, une consultation simple une fois par an, ça vous permet de faire le point, de dire « Ah, bon, on m'a dit que ça va et tout », ou on m'a dit « Ah, je commence à ne plus bien entendre, il faut que je check ça pour ne pas me retrouver dans une situation où je n'entends plus bien. » C'est ça. Et donc, tout cela, ce que vous êtes en train de dire, si l'on ne réagit pas, c'est qu'on va vers la surdité totale au bout des comptes. Bon, et d'autres conséquences également, je dis n'importe quoi. La surdité totale, elle arrive peut-être au décours des traumatismes, que ce soit un traumatisme sonore ou un traumatisme pressionnel ou un traumatisme mécanique. Mais une surdité évolutive, normalement, chez un sujet sain qui peut être attribué à l'âge, on arrive rarement à une surdité totale ou profonde. Et donc, quel que soit le stade auquel les gens arrivent, il y a toujours une solution. Vous arrivez quand même à récupérer une bonne partie de ce sens-là qu'est l'ouïe. Chez l'adulte, c'est largement plus simple que chez l'enfant. Parce que l'adulte, la perte d'audition de l'adulte porte vraiment sur la perception, l'écoute. Contrairement à l'enfant qui a besoin d'entendre pour justement apprendre à parler. L'adulte, il sait parler, il s'exprime. Donc il a besoin de mieux entendre, de mieux percevoir les sons. Donc généralement, un appareil conventionnel suffit, c'est comme des verres, ça suffit pour qu'il puisse mieux entendre. Voilà.
C'est-à-dire qu'un dispositif médical, parallèlement, comme on pose les verres correcteurs chez quelqu'un qui a des troubles, on va dire, visuels, des vis de réfraction, on va faire la même chose au niveau des oreilles. C'est vrai que là où nous sommes aujourd'hui, je le dis, c'est un sujet qui reste quand même d'actualité. On pense que souvent, ces maladies de ce genre-là, quand on dit la perte d'audition, les troubles, on va dire, de l'audition, c'est tellement banal et on dort sur ses lauriers, on a du mal le plus souvent à réagir, à se dire « Ah, mais vous dites que ça reste un problème sérieux et qui peut être grave. » C'est ça. En tout cas, les troubles de l'audition sont d'autant plus graves que les troubles de la vue, parce qu'ils ont un impact aussi bien psychologique pour celui qui en souffre, oui, mais un impact social parce qu'il se sent un peu écarté par la société. Il va se replier sur lui-même et c'est le lit à nous on appelle ça un glissement. C'est un patient ou c'est un individu qui va se laisser aller parce que justement il ne trouve plus sa place dans la société. Et il s'abandonne lui-même parce que son problème l'a fait exclure donc par la société. C'est vrai que on n'a que faire de quelqu'un qui demande à chaque fois « Pardon, qu'est-ce que vous dites ?» On va chercher une autre personne qui entend le mieux. Donc, en fait, on a un problème d'épanouissement personnel, mais aussi social vis-à-vis de ce que l'on est, de ce à quoi on aspire et dans le domaine où on travaille, où on intervient. Si vous avez encore un message à passer dans cette émission, que diriez-vous parce que nous sommes en train de finir? Je pense que le message, il est déjà passé. J'insisterai juste sur ce coton-tige dont nous ne cesserons jamais assez de parler. Le coton-tige, c'est bien, il permet de nettoyer, mais on n'en a pas forcément besoin. L'oreille est auto-nettoyante. On n'a pas besoin du coton-tige, on a juste peut-être besoin de l'auriculaire qui nous permet de nous gratter de temps en temps lorsqu'il s'agit de grattage à l'oreille. L'audition, elle est importante. C'est un sens important de socialisation, de communication. Il faut qu'on le pas privilégie, il faut qu'on en prenne soin. Qu'on en prenne soin comme il se doit. Quand on ait une attention particulière. Voilà, qu'on ait une attention particulière. Donc, les traumatismes, les bruits, les sons forts, les écouteurs, les cotons-tiges, sachant les utiliser à bon escient. De toute façon, n'hésitez pas à demander conseil. Le médecin, il est là. Vous appelez sur Docteur TV, vous avez accès à son contact et puis vous pouvez le voir. Docteur Khaled Sonhaï, vous êtes otorhinolaryngologiste, vous êtes ORL de spécialiste en ORL pédiatrique, votre domaine, et vous êtes également chirurgien de la face. Et du coup, merci donc d'avoir accepté de partager, on va dire, ce moment très intéressant avec nous et nos téléspectateurs, donc à SOS Docteur TV et les internautes qui nous regardent tous les jours. Merci de votre disponibilité. Nous n'hésiterons pas à revenir vous voir pour d'autres problèmes de santé publique dont vous avez aussi connaissance et vous avez expertise. Merci donc, on se dit à très bientôt. À très bientôt à vous aussi, chers téléspectateurs. Le message est passé, comme le médecin l'a dit. Soyons attentifs à nos oreilles. Évitons d'y enfoncer n'importe quoi, comme il a dit, parce que l'audition aussi, c'est un sens important, comme la vue et tout ce qu'on a. Merci de votre fidélité. À très bientôt.